Alors, pour commencer, je vais faire des recherches sur le mot radical, radicalité, radicalisme en japonais. Et de fait, il y a pratiquement, enfin, il y a beaucoup de mots, mais ces mots n'apparaissent pas dans les dictionnaires courants, etc. Et moi-même, pour avoir vécu plusieurs années au Japon, j'ai jamais entendu personne se définir comme radical, ni revendiquer ce statut. Donc c'est assez compliqué pour moi d'intervenir aujourd'hui, parce que je vais être d'une certaine manière forcée de coller l'étiquette radicale sur des gens qui, si je leur posais la question, refuseraient complètement d'assumer cette posture. Pour des raisons d'ailleurs qui resteraient à éclaircir. Je pense qu'il faudrait mettre ça en lien avec l'échec radical, pour le coup, des tentatives d'extrême gauche dans les années 70 de notamment faire partir les États-Unis du territoire japonais, etc. Enfin, les historiens certainement pourraient répondre à cette absence finalement de volonté d'être radical dans le Japon contemporain qui se manifeste notamment par le refus de manifester comme peuvent le faire les Femen ou de manifester contre le nucléaire, etc., ou pour la Gay Pride. On voit bien que toutes les tentatives qui ont été faites de mettre en place des mouvements collectifs de protestation ont plutôt échoué, c'est-à-dire que le nombre de personnes est très faible. Alors, donc je vais malgré tout me pencher sur une forme de radicalité, comme moi je pense qu'elle existe au Japon, et que j'estampille radicalité hentai, perverse, en essayant de justifier mon propos. Et cette forme de radicalité consiste à rejeter les partenaires de chair et d'os au profit des personnages fictifs. Donc il s'agit pour certaines femmes, par exemple, de prétendre qu'elles préfèrent avoir un petit copain virtuel parce qu'au moins les garçons dans les jeux ont quelque chose que n'ont pas les garçons dans la vraie vie, ils sont adorables. Et pour les hommes, donc c'est un autre exemple, il s'agit d'affirmer que l'on préfère les vierges artificielles aux femmes de chair crue, donc Jinzo Otome pour vierge artificielle et Namami no Josei pour les femmes de chair crue, parce qu'avec les vraies femmes, les hommes doivent faire semblant qu'ils sont gentils et dire des mensonges pour obtenir une relation sexuelle, ce qui engendre forcément beaucoup de malheur. Alors, il existe bien d'autres arguments, bien sûr. Quelle qu'en soit la nature, ils tentent tous dans la même direction. Aimer un être fictif n'a rien à voir avec aimer un être réel, c'est mieux. Alors, ce discours en faveur des personnages fictifs relève d'une forme de radicalisme. Premièrement, parce qu'il s'agit d'une attitude volontairement extrême au regard des standards culturels ambiants, mais surtout, et c'est sur ce point que j'aimerais insister, parce qu'il relève d'une forme de construction identitaire qui n'exclut pas une forme de mauvaise foi, une part de mauvaise foi, voire d'ironie maligne, qui consiste à défier l'opinion publique. Et ce discours est souvent mal compris. Les médias, notamment, ont tendance à prendre au premier degré. Dans la presse, les hommes et les femmes qui affirment préférer des êtres fictifs sont régulièrement accusés de ne pas savoir faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais si c'était le cas, leur attitude n'aurait rien de radical et donc je ne pourrais pas en parler ici. Elle relèverait tout simplement de la folie. Donc, en posant le postulat que la préférence affichée pour des personnages fictifs relève de l'acte radical, c'est-à-dire de la performance, et non pas d'un trouble psychique ou d'un trouble du développement, j'aimerais faire de ce phénomène une forme de dissidence, la dissidence matrimoniale. Mon hypothèse est en effet que les êtres fictifs ne sont pas utilisés en tant que substituts, ou du moins que leur rôle ne saurait être réduit à celui de simples substituts, d'objets compensatoires ou d'objets refuges. Mon hypothèse est que les êtres fictifs sont avant tout les marqueurs d'un malaise social, des signaux de détresse, des outils permettant d'exprimer un sentiment d'inadéquation avec les normes de la réussite. Ma démonstration se fera en 3 points. Donc l'histoire de ce radicalisme, ses origines prétendues, son contexte d'apparition, et pour conclure, je m'appuierai sur cas concret pour cerner les conditions qui favorisent l'émergence et le développement du phénomène. Mais en préambule, j'aimerais tout d'abord préciser une chose. La caractéristique principale du radicalisme hentai, c'est qu'il s'agit d'un jeu. Ce jeu consiste à traiter le personnage fictif comme s'il était réel, en l'invitant à partager une glace, par exemple, comme si l'être bien-aimé pouvait brusquement sortir de son support physique, un écran à cristaux liquides ici, s'extraire donc de sa représentation graphique et s'incarner sur Terre.
Ce jeu qui consiste à invoquer son idole afin qu'elle se matérialise dans notre monde, ou à interagir avec elle afin que sa présence devienne tangible, est appelé Nitengo Jigen, le monde en 2,5 dimensions. Alors, l'expression Nitengo Jigen date du début des années 2000. Elle est à l'origine utilisée pour décrire une sensation de proximité augmentée avec un personnage de fiction qu'on peut toucher ou prendre dans ses bras. Pour comprendre cette expression, il faut savoir que dans le jargon populaire, la 2D, Nijigen, le monde en 2 dimensions, renvoie aux univers et aux personnages imaginaires issus des mangas, des animés et des jeux vidéo. La 3D, Sanjigen, renvoie au monde où vivent les humains de chair et d'os. Nijigen se traduit donc fictif par opposition à Sanjigen réel. Ce qui se trouve entre les deux, Nitengo Jigen, c'est le monde intermédiaire des apparitions et des objets médiateurs. Ce jeu à faire comme si un personnage fictif pouvait sortir d'un écran, est caractéristique d'une frange stigmatisée de la population qui se désigne elle-même sous le nom d'otaku. De fait, l'histoire de ce phénomène, qu'on appelle Nitengo Jigen, est étroitement associée à la figure de l'otaku. Alors, pour définir rapidement, le mot otaku chez soi apparaît en 1983 sous la plume de Nakamori Akio, un journaliste de la revue Manga Buriko, pour désigner de façon stigmatisante de jeunes hommes socialement inadaptés, enfermés dans un monde imaginaire, incapables de se confronter à de vraies femmes. Le stéréotype de l'otaku, c'est celui du geek, un obsédé inhibé, isolé, cultivant ses fantasmes à l'abri du monde réel, incapable de fonder un foyer. Dans les années 1990, le terme otaku devient progressivement associé à l'idée d'une culture jeune, incluant aussi des femmes. Donc il y a une petite évolution. La population des otaku acquiert son droit à l'existence et trouve une place relativement légitime au Japon, grâce d'une part au succès international de l'industrie de l'animation et de façon plus significative à la popularisation du virtuel dans la vie de tous les jours. Le stigmate, cependant, pèse toujours. Dans les années 2000, ceux ou celles qui se proclament otaku continuent d'être ostracisés. La dénatalité suscite en effet des inquiétudes de plus en plus vives. La population japonaise se réduit, ce qui met en danger le système de protection sociale et les structures économiques du pays. Or, les otaku sont volontiers désignés comme fautifs, responsables du non-renouvellement des générations et montrés du doigt par les autorités ou les médias qui les accusent. Ils ne participent pas à l'effort national de reproduction. On leur impute le dépeuplement du pays. L'identité des otaku apparaît donc indissociable des angoisses culturelles que le mot même d'otaku cristallise. Et ces angoisses, de façon très significative, sont liées aux normes de genre, au canon de la sexualité et à la notion de famille comme unité de reproduction. Pour le dire plus clairement, ces angoisses concernent la capacité d'un individu à désirer correctement. Dans le cas des otaku, le désir n'est pas correct puisqu'il tend vers des êtres irréels. Tout incorrect qu'il soit, c'est pourtant ce désir même qui les qualifie. Du moment qu'un otaku se met à désirer un être réel, il n'est plus otaku. Cette idée est émise pour la première fois par un psychanalyste qui se désigne lui-même comme un otaku. Il s'appelle Saito Tamaki et publie en 2001 un livre qui fait fureur, Psychoanalyse des belles filles combatives, dans lequel il émet l'idée qu'un otaku est avant tout quelqu'un capable de rendre réel un personnage fictif, parce que si on désire quelque chose, cela devient réalité. La réalité n'étant jamais rien d'autre qu'un système de perception, ajoute-t-il. Pour que le monde devienne réel, dit-il, il doit être suffisamment électrisé par le désir. Un monde sans désir, donc sans épaisseur, peu importe la justesse de son rendu, reste plat et impersonnel comme une toile de fond dans un théâtre. Alors je vous ai mis la phrase en anglais parce que je n'ai pas eu la patience de me plonger dans la version japonaise. C'est un psychanalyste lacanien. Voilà. En 2001, la firme Orient Industries lance son premier modèle de poupée grandeur nature en silicone. Et les ventes sont arrêtées au bout d'1 heure, car il y a rupture de stock. Les otaku se sont précipités sur ce modèle qui porte le nom d'Alice et qui ressemble à une héroïne de manga faite chair.
Certains affirment qu'à force de l'aimer, ils peuvent l'entendre et même la voir bouger. En 2004, lorsque je me rends chez Tabo, le plus grand collectionneur de love dolls du Japon, il affirme alors en posséder 160, à la question « Pourquoi avez-vous des poupées ?», Tabo répond « Parce que les femmes, c'est chiant ». Il utilise à tort le terme « mendo kusai ». Alors, mendo signifie ennui, difficulté, et kusai, ça veut dire ça pue. Donc l'expression se répand à l'époque dans la communauté otaku pour désigner les femmes de chair et d'os comme des obstacles au bonheur. En décembre 2005, des activistes otaku protestent contre les ventes d'un livre à succès intitulé Densha Otoko, l'homme du train, qui raconte l'histoire d'un otaku sauvé par l'amour. Il est tombé amoureux d'une jeune femme rencontrée dans un train et par amour pour elle, il a arrêté d'être otaku. En représailles, des activistes installent subrepticement des petites pancartes autour des librairies qui vendent ce livre, pancartes sur lesquelles on peut lire la phrase « Les vrais otaku ne désirent pas de vraies femmes ». La même année, Honda Toru, un otaku autoproclamé, publie le manifeste Denpa Otoko, l'homme du non-sens, pour protester contre le roman Densha Otoko, en expliquant que certainement ce livre n'est pas une histoire vraie comme l'affirme l'éditeur, car il est impossible qu'un vrai otaku puisse cesser de l'être. Un vrai otaku aurait initié la jeune femme et elle serait devenue à son tour une otaku. En octobre 2008, des fans de jeux vidéo lancent une pétition pour demander que le gouvernement japonais légalise le mariage avec des personnages de fiction. La pétition est signée par 2443 personnes en 2 semaines. En septembre 2009, la firme Konami lance Love Plus, un jeu de simulation amoureuse qui propose aux joueurs de nouer et d'entretenir une relation sentimentale avec 3 petites copines virtuelles au choix. Le mois suivant, en octobre, un homme évite de peu le divorce car sa femme l'accuse d'être adultère. Elle a découvert qu'il entretenait une relation avec un des personnages, Nene Anegasaki. Un mois plus tard, un jeune otaku connu sous le nom de Sal 9000, donc Sarukyu en abrégé, épouse Nene Anegasaki à l'université de technologie de Tokyo lors d'un événement qui est retransmis en direct sur Nico Nico, une plateforme internet regroupant plusieurs millions d'abonnés. En juin 2015, une enquête commanditée par le gouvernement est menée par l'office du cabinet japonais sur 7000 personnes, établit que 36% des célibataires âgés de 20 à 39 ans ne désirent pas s'engager dans une relation sentimentale. Certains d'entre eux précisent qu'ils trouvent les vraies relations ennuyeuses, par opposition peut-être aux relations fictives. Le 30 juin 2017, le studio Hibiki Works organise une cérémonie de mariage en réalité virtuelle permettant aux fans du jeu Niizuma, ma nouvelle épouse, de se marier avec le personnage de leur choix. La cérémonie est organisée dans une chapelle en présence d'un prêtre virtuel et bien qu'elle soit filmée dans un but promotionnel, une centaine de fans qui ont été préalablement sélectionnés sur Internet se portent volontaires. Pour chacun d'entre eux, la cérémonie dure 5 minutes. Ils ont tout juste le temps d'échanger leurs vœux avec leur idole virtuelle et de l'embrasser. Une employée de la firme Hibiki presse un marshmallow contre leur bouche afin de parfaire la sensation d'un baiser en 2,5 dimensions. Alors, il faut savoir ici que les baisers des vierges sont censés être sucrés. Alors, le 17 octobre 2017, un pingouin décède au zoo de Tobu. Des milliers d'otaku envoient leurs condoléances. Le deuil prend une ampleur nationale. Ce pingouin mâle appelé Grape Kun avait en effet attiré l'attention des médias en tombant amoureux d'un personnage de dessin animé, une jolie jeune fille pingouin nommée Fururu, installée dans son enclos sous la forme d'un panneau imprimé. Pour la communauté otaku, c'est un signe. Même les animaux peuvent avoir le coup de foudre pour un personnage fictif. Dans les médias, évidemment, et comme toutes les fois qu'un événement relatif aux otaku défraie la chronique, on se pose la même question. Comment expliquer l'attirance érotique ou sentimentale pour des créatures en 2D ? Alors, les explications généralement avancées par les experts japonais, et qui se présentent d'ailleurs souvent comme étant otaku eux-mêmes, sont de 2 ordres. Les explications relatives au mental des otaku
et les explications relatives au physique. Alors, les explications relatives au mental se résument ainsi. Si les otaku aiment les créatures artificielles, c'est parce qu'ils ont grandi en lisant des mangas ou en regardant des dessins animés remplis de femmes synthétiques, ce qui les a profondément influencés. Le psychanalyste Saito Tamaki est bien sûr un des principaux défenseurs de cette thèse qu'il fait pencher du côté du trauma. Pour lui, l'otaku type, c'est celui qui, enfant, a éprouvé ses premiers émois en regardant à la télé une fille de dessin animé, et pour qui l'idée de l'échec est devenue une sorte de programme. Impossible avec elle de satisfaire ses envies concrètement. En 2011, dans un documentaire intitulé « Histoire des Love Dolls », l'historien Natsume Fusanosuke, chercheur à l'université Gakushuin et otaku lui-même, l'explique ainsi. À partir des années 1967-1968, des personnages semblables à des poupées se mirent à apparaître dans l'univers des mangas, dit-il, avant de préciser, au moment même où au Japon, comme en France, la révolution sexuelle explose, 3 auteurs de mangas inaugurent les BD pour adultes. Pour contourner la censure, ils ont tous 3 l'idée de dessiner non pas des femmes nues, mais des objets en forme de femmes nues, ce qui leur donne toute licence de dessiner ce qu'ils veulent, donc des interactions impossibles avec des créatures qui n'existent pas, et le tour est joué. Le premier de ces auteurs, considéré comme le père du manga contemporain, s'appelle Tezuka Osamu. En 1968, il ouvre la voie d'un genre nouveau dans la bande dessinée japonaise, celle du seinen, manga d'éducation sexuelle destiné aux jeunes, en empruntant les chemins de la science-fiction, ce qui atténue quoiqu'à peine l'aspect scandaleux de sa démarche. Son premier seinen, Avaler la Terre, met en scène une beauté futuriste, créature artificielle recouverte d'une peau synthétique, le dermoïde Z, dotée d'un tel pouvoir de séduction qu'aucun homme ne lui résiste. Elle les fait tous mourir d'épuisement. En 1970, dans le chant d'Apollon, Tezuka met ensuite en scène une reine bioroïde dont le corps cloné existe en copie illimitée et dépourvu d'appareil génital. Elle veut apprendre l'amour et s'attache à un jeune humain qui a pour mission impossible de lui apprendre, et il en meurt. Toujours en 1970, dans Yakepachi no Maria, Tezuka raconte ensuite les aventures d'une poupée gonflable appelée Marie comme la Vierge. Elle apparaît d'abord sous la forme d'une âme errante, un reikon, puis adopte un corps en plastique pour prendre vie, mais ce corps l'empêche d'être aimée pour elle-même. L'histoire d'amour finit donc mal. Il n'y a pas d'avenir possible avec une poupée, qu'elle soit de silicone ou de silicium. 2 autres auteurs de manga contribuent de manière tout aussi déterminante à la construction de cet imaginaire plutôt désespéré. Ishinomori Shotaro, dans Sexuadol, raconte l'histoire d'un célibataire qui reçoit une caisse venue du futur. La caisse contient un robot femelle chargé de recueillir la semence des hommes afin de la rapporter d'où elle vient. Dans ce futur dominé par une civilisation d'Amazone, l'espèce humaine privée d'hommes menace de s'éteindre. Il en est donc de la sexuadole comme d'un menaçant miroir des bouleversements qui mettent en danger le Japon. L'avenir est sombre en compagnie des poupées. La saga Sex Android de Matsumoto Leiji flirte aussi avec les angoisses liées à l'après-guerre, quoique sur un mode plus loufoque. C'est l'histoire en 2222 d'un agent secret nommé Shima, sa partenaire Yuki-san, Yuki 3 en fait, une androïde dernier cri dotée de fonctions sexuelles, abuse de lui au point qu'il en vient à se refuser. Elle l'épuise, elle est insatiable, ce qui rend la relation sans issue. À quoi bon ? L'idée surprenante d'attribuer à des poupées le rôle principal eut un retentissement certain sur la sexualité des jeunes lecteurs, résume Natsume Fusanosuke, pour qui le succès actuel des créatures artificielles prend forcément racine dans ce contexte. Ceux qui ont maintenant la quarantaine sont nés après 1968 et en lisant des mangas comme ceux de Tezuka, ont développé une grande affinité pour les femmes qui n'existent pas dans la réalité. Les garçons de cette époque sont devenus des consommateurs qui vivent dans un monde virtuel et qui acceptent les poupées sans aucune résistance. D'autres chercheurs défendent cette thèse,
comme Okada Toshio, fondateur du plus célèbre studio d'animation japonais, Gainax, vous connaissez tous Evangelion, et théoricien du mouvement otaku. Il se définit lui-même comme le king otaku. Alors, Okada Toshio assimile cette forme de vacuité qu'est l'amour pour un être fictif au sentiment que rien n'est possible. Il décrit ce sentiment qui pour lui caractérise les otaku à l'aide d'une expression très poétique, le futur perdu, Ushinawareta Mirai. C'est le titre d'ailleurs de son premier livre publié en 2000, au succès faramineux, et pour cause, en 2010, un jeu vidéo érotique adapté en manga puis en dessin animé est ainsi vendu sous le titre « À la recherche du futur perdu », donc allusion aussi à Proust. Donc le joueur a le choix entre plusieurs jeunes filles avec qui des relations amoureuses et sexuelles peuvent ou pas se développer, mais tous ces choix aboutissent finalement au même résultat. De toute façon, rien n'est possible, car les personnages, ainsi qu'on le découvre à la fin, alors excusez-moi, je fais un petit spoiler, n'appartiennent pas à ce monde, elles vivent dans une réalité parallèle. L'amour pour des êtres fictifs relève de l'impossible. Alors je me répète, mais je pense que c'est important d'insister. L'idée selon laquelle les otaku sont impuissants de nature est d'ailleurs très répandue dans le milieu. Beaucoup d'otaku affirment volontiers qu'ils sont puceaux, cherry boys, et que le vrai sexe ne les intéresse pas. Un des chercheurs les plus connus dans le domaine des otaku studies, Morikawa Kaiichiro, affirme d'ailleurs que la caractéristique des otaku, c'est leur penchant pour l'échec, qu'il résume en une formule, dame shiko. Alors littéralement, dame, ça veut dire pas ça, no good, en anglais, dame, no good, pas ça. Bas les pattes, ça peut être dehors, pas bien, pas touche, etc. Bon. Et shiko, c'est l'inclination vers. Donc c'est assez compliqué à traduire en fait. Dans un article publié en 2003, Morikawa Kaiichiro résume ainsi l'idée. Les otaku ont une forte propension à chérir des personnages de dessins animés. Les icônes sont des substituts du futur que les otaku souffrent d'avoir perdu. Donc si on comprend bien, ce sont des substituts pour quelque chose qu'on n'aura jamais. Donc c'est un peu compliqué. S'il faut en croire ces théoriciens, l'obsession nationale pour les créatures artificielles contient donc le ferment d'un sentiment de perte quasi castrateur. Lorsqu'ils s'attachent à une créature en 2D, les otaku ont la conscience aiguë de l'aspect fondamentalement stérile de leur désir. À rebours de ces explications d'ordre psychologique et souvent pessimistes, il existe en parallèle des explications d'ordre physiologique et souvent teintées de positivisme. Elles reposent sur l'idée que les otaku, étant principalement des hommes, encore une fois, on est vraiment dans la mauvaise foi, ont besoin de satisfaire des besoins sexuels dénués d'affect, à la différence des femmes, donc. Cette idée apparaît dans les années 70 dans les écrits d'un des premiers théoriciens de l'attachement aux poupées, Shibusawa Tatsuhiko, le traducteur de Sade et de Bataille au Japon. Donc en 1972, Shibusawa publie un essai « Introduction aux collections de jeunes filles ». Et dans les premières pages, il définit la jeune fille, la shoujo, si possible réduite à l'état de poupée, comme l'idéal érotique absolu. C'est la shoujo qui répond le plus parfaitement aux besoins sexuels essentiels des hommes. Parce qu'à la fois socialement et sexuellement, elle est stupide, parce qu'elle est innocente et parce qu'elle est comme les petits oiseaux et les chiens, un objet pur, incapable de parler de sa propre initiative. Elle symbolise la créature dont on peut faire un jouet. Pour Shibusawa, l'homme n'a pas d'autre choix que poursuivre ce qu'il appelle un rêve à contre-courant. Évidemment, il fait allusion au Women's Lib qui est en train de faire des ravages au Japon à cette époque. Donc les hommes poursuivent ce rêve parce qu'ils sont mus par leurs hormones et tout ce qu'ils veulent, c'est un réceptacle creux et vide. Plus on réduit la femme à n'être qu'un fragment d'objet, plus la libido de l'homme brûle d'une femme pâle et ardente. Donc cette vision très mécaniste de l'humain mâle fait des émules. En juillet 2016, Yoshida Kenji la reprend avec enthousiasme. Donc c'est un otaku autoproclamé. Yoshida Kenji a lancé en juillet 2016 un salon dédié à la pornographie en réalité virtuelle. Et l'événement a pratiquement provoqué une émeute à Akihabara. Quoique l'émeute, vous le voyez, c'est une très longue file d'attente et les gens restent relativement sages, mais ça a inquiété la police, parce que ça, c'est une émeute au Japon.
Donc la police est arrivée pour disperser la foule, ou plutôt pour demander très poliment à Yoshida de demander encore plus poliment aux otaku de revenir le lendemain. Et dans la presse, il y a eu un gros quiproquo, on a dit que l'événement avait été annulé, ce qui est totalement faux. Donc fort de son succès, Yoshida répond à des interviews en se présentant comme le champion de l'érotisme virtuel. Alors attention, il va falloir s'accrocher maintenant. Donc, les hommes veulent juste du sexe, dit-il, mais les femmes ont un esprit. Donc ça, c'est toujours un problème. S'il y avait de la VR, on pourrait satisfaire la partie du corps, la partie serait résolue. À la question du journaliste, ce serait une solution au malheur pris à sa racine? Donc Yoshida répond, exactement. Je pense que de cette façon, la société pourrait enfin devenir heureuse. Le but ultime de ma structure de promotion de la VR érotique japonaise, c'est d'ailleurs de débarrasser le mécanisme sexuel de toute communication humaine. Alors, un peu plus loin dans l'interview, j'ai pris le meilleur. Mon espoir, c'est qu'on ne fasse plus rien qu'en virtuel. Donc, pour enfoncer le clou, Yoshida Kenji publie dans la foulée un livre, ou plutôt une auto-interview intitulée « Grâce à la réalité virtuelle pour adultes, le monde du sexe change », dans lequel il affirme qu'étant fondamentalement pur, il parle de lui, il est doté, dit-il, d'un cœur vierge et innocent, il ne peut pas avoir une relation sexuelle avec une femme qui l'aimerait. Dans mon cas, surtout, insiste-t-il, mon désir sexuel est surpuissant et je suis obsédée par les pratiques anormales, alors je dois réprimer mes poussées d'hormones pour m'adapter aux femmes avec qui j'ai une relation. Même avec une prostituée, je ne peux pas libérer mes envies à 100% parce qu'elle est humaine. À force de chercher une solution à ce problème, conclut-il, il a fini par trouver. Les créatures virtuelles sont, à ses yeux, les seuls partenaires sexuels capables de satisfaire les besoins vitaux des otaku mâles. Donc le discours de Yoshida paraît évidemment très provocateur, ce qu'il est. Pour en saisir l'ambiguïté, il faut le mettre en perspective avec la notion clé d'animalisation mise au point par une figure majeure du milieu otaku, Azuma Hiroki, philosophe, critique d'art et professeur à l'Université de technologie de Tokyo. L'animalisation, ainsi qu'Azuma l'explique en 2001 dans un essai intitulé « Le post-moderne qui s'animalise », est une forme de cynisme qui consiste à surjouer le pervers. Plus le discours ambiant donne des otaku l'image d'être irresponsables, plus les otaku forcent le trait, renvoyant en miroir l'image d'une bête décérébrée. Ils ne font pas tomber dans le piège, souligne Azuma. L'auto-mise en scène de l'otaku comme maniaque dépravé, accro aux hormones mâles, fait partie des codes de reconnaissance otaku. Dans son livre, le psychanalyste Saito confirme cette analyse. Pour lui, les otaku ne font que se conformer de façon ironique au rôle repoussoir que la société veut leur faire jouer, le rôle du bouc émissaire. Ainsi qu'il l'explique, beaucoup d'otaku reprennent à leur compte les accusations dont ils sont les cibles. Saito affirme qu'il s'agit d'un label. Plus un otaku va reproduire les signes extérieurs de la perversité, plus il sera reconnu par ses pairs comme faisant partie du groupe. Il en est donc de l'explication behavioriste ou hormonale, comme d'une mise en scène trompeuse, mais cette explication n'est pas plus trompeuse que celle du trauma. De fait, quelle que soit l'explication avancée, aucune n'est vraiment convaincante. Ces explications se renvoient d'ailleurs dos à dos, déclinant chacune une image très stéréotypée de l'otaku, d'un côté le puceau, de l'autre le pervers, comme si tous les discours tenus par les théoriciens du mouvement participaient eux-mêmes à la construction du mythe collectif de l'otaku. On ne sait plus très bien qui est ce personnage que les médias présentent tantôt comme un enfant immature et inhibé, incapable de grandir, tantôt comme un obsédé sexuel à tendance pédophile, incapable de réprimer ses pulsions. Dans les deux cas, l'explication n'est qu'un leurre. La vraie raison se trouve ailleurs. Et c'est ici que j'aimerais en venir à ma théorie personnelle. Alors, ma théorie s'appuie sur le contexte d'apparition du mouvement otaku. C'est un contexte de mutation économique et sociale qui se traduit par une défiance accélérée à l'égard du mariage et son corollaire, la reproduction. Ma théorie est que si un nombre croissant d'hommes et de femmes se tourne vers l'amour en 2D au Japon,
C'est parce que les personnages fictifs sont les moyens les plus spectaculaires d'entrer en rupture avec la société. Il s'avère qu'au Japon, l'idéal du bonheur standard repose sur un modèle qu'une partie croissante de la population renonce à reproduire. C'est le modèle de la famille, soutenu à bout de bras par un homme assurant la principale source de revenus. C'est un système centré sur le mal fort, et la femme au foyer en est le complément essentiel pour l'équilibre familial. Le problème, c'est que depuis l'éclatement de la bulle économique, les salaires baissent et les emplois deviennent précaires. Beaucoup d'hommes se retrouvent exclus du marché matrimonial. Plus de la moitié des jeunes japonaises veulent que leur époux éventuel gagne au moins 4 millions de yens par an, environ 34 000 €. Or, seulement 15% des Japonais dans la vingtaine gagnent cette somme. Par ailleurs, un nombre croissant de femmes ne veulent plus renoncer à leur indépendance pour devenir femmes au foyer. La société japonaise traverse actuellement une crise dont les otakus sont, à mon sens, la manifestation la plus parlante. Ces otakus, hommes et femmes, qui affirment préférer les personnages fictifs, ne font que traduire en actes un malaise dont le pays tout entier ressent les symptômes. Et c'est pourquoi, peut-être, les otakus se sacrifient si volontiers sur l'autel des valeurs dominantes, parce qu'ils ont la sensation intime d'être les vrais représentants du Japon, à l'image des héros et des héroïnes qu'ils aiment, c'est-à-dire les instruments d'un exorcisme. Et là, je fais allusion, bien sûr, au fait que si souvent, les jeunes filles dans les mangas et les dessins animés soient victimes de viols, de brutalité et de mise à mort. Alors, j'aimerais maintenant m'appuyer sur un exemple concret pour illustrer et défendre ma thèse. Donc, il y a maintenant 10 jours, un pingouin est mort au zoo de Tobu. Les télévisions japonaises ont filmé ses funérailles, le pays a pris le deuil, et pourtant, ce pingouin n'était rien d'autre qu'un otaku. Ce pingouin au fonctionnement déréglé était incapable apparemment de faire la différence entre un animal de sa race et une planche en bois représentant la fille pingouin anthropomorphisée de ses rêves. Pourquoi cette histoire absurde a-t-elle fait la une des médias au Japon ? Comment comprendre la vague d'émotions qu'elle a soulevée ? En répondant à cette question, j'espère boucler la boucle de ma démonstration. Alors, on commence par les faits. Le 12 octobre, le zoo de Tobu poste sur Twitter l'annonce de sa mort. Et immédiatement, la presse réagit. Donc, c'est le Huffington Post Japan qui met en ligne un article intitulé « Le pingouin amoureux d'un personnage de fiction ». Grape-kun est mort. Il était devenu célèbre à force de fixer du regard un panneau de Kemono Friends. Ce 12 octobre, Grape-kun, le pingouin de Humboldt du zoo de Tobu, est mort. Le zoo l'a annoncé officiellement par Twitter. Grape avait 21 ans, ce qui fait, converti à l'échelle d'une vie humaine, 80 ans. Il avait atteint un grand âge. Grape-kun était devenu populaire sous le nom de pingouin amoureux d'un personnage de fiction, parce qu'il fixait du regard un panneau de Fururu, personnage anthropomorphisé de pingouin de Humboldt, qui avait été installé dans son enclos dans le cadre d'une collaboration avec la célèbre série Kemono Friends. Alors, pour comprendre cet article, il faut revenir un peu en arrière. Kemono Friends, c'est un produit issu du média mix japonais, donc ça se décline en produits multiples, jeux vidéo, feuilletons, manga, séries animées, adaptations en live, albums, des chansons, etc. Enfin, c'est un peu comme Pokémon. À l'origine, la franchise est lancée en mars 2015 par un graphiste très connu dans le milieu du manga amateur, qui s'appelle Yoshizaki Mine, sur la base d'une idée simple. Yoshizaki imagine que dans un futur proche, le Japon totalement dépeuplé se sera transformé en gigantesque parc appelé Japari Park, dans lequel ne vivraient plus que des animaux. Ces animaux seront tous devenus semblables à des humains, ou plutôt à de très jolies humaines. Donc l'histoire commence quand une écolière amnésique se retrouve à Japari Park et avec l'aide des Kemono Friends, les amis animaux, c'est la traduction de la franchise, tentent de comprendre qui elle est. Donc cette franchise obtient un certain succès. Plus de 400 Kemono Friends sont déclinés en cartes à jouer et parmi eux, un petit groupe de 5 personnages parvient même à se faire décliner en protège-pansement pour les doigts. Alors ça, c'est assez intéressant parce que je crois que ce sont les seuls parmi les 400 personnages à avoir eu cette chance. Et ces 5 personnages bénéficient d'un épisode à part entière dans le dessin animé. Donc ce sont 5 filles pingouins, dont chacune d'une espèce de pingouin différente,
qui forment un groupe d'idoles débutantes. Et parmi elles, il y en a une qui paye vraiment pas de mine, dont la personnalité est associée à celle de la fille tête en l'air, un peu distraite, voire obtuse. Donc elle s'appelle Fululu. Et rien ne la prédestine à devenir une star. Les fans du jeu, d'ailleurs, ne lui prêtent aucune attention particulière, jusqu'au jour où le zoo de Tobu signe un contrat avec la franchise pour une collaboration d'été qui est annoncée comme commençant donc sur Twitter le 21 avril 2017. Les installations des Friends sont finies, nous vous attendons avec plaisir. Donc la collaboration consiste à installer des panneaux grandeur nature de Kemono Friends dans les enclos des animaux. Et complètement par hasard, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez, mais une des photos qui illustre le titre d'annonce montre Fululu qui a été choisie parce qu'elle appartient à la même race que les pingouins du zoo de Tobu, hein, donc c'est les pingouins de Humboldt. Mais en fait, elle n'est pas connue du tout, donc c'est même étonnant qu'elle soit sur ce tweet. Et le même jour, donc 21, un tweet est posté par un otaku qui signale quelque chose de bizarre. Donc il a photographié le pingouin et il dit « Le pingouin ne cesse de la fixer des yeux, c'est mignon ». 4 jours plus tard, le zoo, à son tour, poste un tweet pour s'étonner. Vraiment, on dirait que ça lui tient à cœur. Aujourd'hui aussi, dès le matin, il s'est mis à la regarder. Alors évidemment, ça met le feu aux poudres. Il s'avère que le pingouin ne cesse de fixer la planche au point de ne plus quitter son poste. Il est toujours planté devant la planche représentant Fululu. Donc tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Les fans se mettent à poster des images et d'autres vont au zoo pour mener l'enquête. Donc le 19 mai, à minuit moins 7, une otaku poste un message sur Twitter qui met le feu aux poudres. Alors voilà ce qu'elle explique. Alors je vous laisse lire, parce que je n'ai pas recopié le texte. Et bon. Voilà. Alors c'est terrible. C'est une histoire très triste. Et du coup, le 22 mai, une émission télé Abema News diffuse l'information à l'échelle du pays. Au cours de l'émission, un tableau apparaît à l'écran. Donc c'est le tableau des corrélations de Grape-kun, qui prétend expliquer les origines de son étrange attachement pour un personnage fictif. Donc on voit, donc il y a Midori qui est au milieu, c'était son épouse. Et puis il y a le méchant amant qui se trouve dans la partie jaune, qui a volé l'épouse de Grape. Alors ils se sont trompés, hein. Ils ont mis que Midori et puis l'amant avaient eu un enfant, etc. Mais en fait non. L'enfant, là, il a été fait au préalable par Grape et Midori, tous les deux. Mais Midori a de nouveau eu un enfant après, donc en fait, elle a eu 2 enfants dans l'enclos du zoo de Tobu jusqu'ici. Et voilà, tout ça atterrit en tout cas à la figure de Fululu. Ce qui est assez intéressant, c'est que le tableau tel qu'il est mis en scène reste encore relativement neutre. Donc voilà, on parle d'une histoire de cœur brisé et en filigrane, on suggère qu'il y a des hommes qui ressemblent à des otaku en général, mais bon, il y a des hommes qui sont trahis et ils sont brisés par la dureté du monde réel. Et finalement, seule la fiction peut les guérir de leur trauma. Mais personne, évidemment, n'est dupe. Tout le monde comprend, hein, c'est un otaku. Et d'ailleurs, à peine un mois plus tard, le tableau réapparaît sur Twitter sous le nom de Nijigen Sokanzu, c'est-à-dire le tableau des corrélations permettant d'expliquer la fuite vers le monde en 2 dimensions. Donc, c'est tout un programme. Voilà, briser le cœur d'un homme, il va aller dans les mangas et les dessins animés, etc. Donc pour le grand public, Grape-kun devient le Nijigen Aishita Penguin, hein, donc le pingouin amoureux de la 2D. Les fans sont très émus, évidemment, parce qu'il tout au long de ces mois durant lesquels la collaboration a lieu, ils continuent à regarder Fululu. Au point d'ailleurs, attendez, voilà, que en juillet, parce que vous devez savoir qu'au Japon c'est le mois des typhons,
Il y a un problème terrible, c'est que à cause d'une menace de typhon, pendant une journée entière, le panneau est retiré. Et Grape Coon réagit extrêmement mal. Vous voyez, il reste devant le rocher. Des fans disent « Regardez son dos, c'est vraiment le dos d'un homme qui a le cœur brisé, etc. » Et d'autres font des petits dessins qui sont assez rigolos. Et en août, c'est pire, c'est vraiment le mois de la canicule. Donc ça peut atteindre 40 degrés. Et le zoo constate que Grape Coon reste courageusement sous le soleil, refusant de quitter son poste alors qu'il fait une chaleur torride. Donc tout le monde envoie des tweets, gambare, courage, continue, etc. Et en septembre, pire encore, alors le drame devient terrible, la collaboration avec la franchise prend fin. Donc il faut que les panneaux soient enlevés de tous les enclos. Et heureusement, sous la pression populaire, le zoo obtient le droit de laisser le panneau de Fururu dans l'enclos. Et pour fêter cela, d'ailleurs, annonce qu'un événement spécial sera organisé autour de cette histoire d'amour. Hélas, le 11 octobre, le pingouin perd du poids de façon soudaine. Donc des fans envoient des mails pour qu'il se rétablisse bien vite. Voilà. Mais hélas, en vain, le 12 octobre, Grape Coon meurt. Le zoo fait savoir qu'il a continué à regarder Fururu jusqu'au bout. Le panneau avait été installé près de lui dans la salle vétérinaire. À partir du 13 octobre, les messages de condoléances affluent en masse sur les réseaux sociaux. Voilà. En fait, c'est bouleversant. Donc l'attitude stoïque, la constance amoureuse du pingouin suscite vraiment la ferveur. Il est présenté comme un modèle, non seulement parce qu'il a aimé jusqu'au bout, mais surtout parce qu'il a aimé malgré tout, en fait. Donc vers le ciel, hein, en direction de l'impossible, vers le néant dont on parlait tout à l'heure. Finalement, c'est le pingouin qui est Dieu dans cette histoire. Et ce qui émeut beaucoup dans cet animal, c'est certainement l'aspect radical de son comportement qui le pousse à continuer à fixer du regard quelque chose de la réalité qu'il ne voit plus finalement, comme s'il y avait autre chose derrière, comme s'il était possible, à force d'aimer et d'attendre, de passer à travers le réel et de toucher à l'infini. Alors, la leçon que tous et toutes retiennent se résume en ces quelques mots. Voilà, Grape Coon, c'est celui qui voyait à travers les apparences. Mais si l'histoire est touchante, elle l'est aussi en raison d'un contexte, et c'est là où je reviens à ma théorie. Ce contexte, en fait, je l'ai découvert presque par hasard. C'est en cherchant à comprendre pourquoi la série Kemono Friends avait accordé tant d'importance à un groupe de 5 filles pingouins. Donc pourquoi, parmi les 400 animaux de la franchise, 5 d'entre eux sont-ils déclinés en groupe d'idoles ? Mystère. Et je trouve la réponse sur un site d'info pour des ados romantiques qui consacre en septembre 2017 un article, une enquête au phénomène alors montant de ce qu'on appelle les filles pingouins. Donc je découvre l'existence des penguin shoujo. Quand on parle de la personnalité des gens, il arrive qu'on les compare à des animaux, à des chiens ou à des chats par exemple, et depuis peu à des pingouins. Cette expression pingouin s'applique plus particulièrement à des jeunes femmes. Donc lesquelles ? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est celles qui semblent handicapées sur le plan émotionnel. C'est quand un garçon part parce qu'il a beaucoup de travail, qu'il quitte d'une certaine manière une jeune fille pendant 1 mois parce qu'il est débordé, quand il la revoit, elle ne lui pose pratiquement aucune question. Elle lui demande juste s'il a bien travaillé. Ça s'est bien passé et lui est étonné parce que d'habitude, c'est « tu m'as trompé avec qui ?» En fait, elle ne réagit pas de façon émotionnelle, comme on dit au Japon, hein, elle ne réagit pas émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hystérique, ou plutôt elle analyse la situation de façon objective, elle comprend que le garçon travaille et elle comprend que c'est dur, surtout au Japon. Elle est toujours calme, elle va de l'avant à son rythme, sans se laisser perturber par rien. Et pourquoi ? Et c'est là où c'est très intéressant, parce que les pingouins n'ont pas d'ailes. En fait, un autre article va m'éclairer un peu plus dans ce sens. Il est sur Abema News, tiens, on retrouve Abema News, et il apporte des précisions.
Comme les pingouins sont incapables de voler dans le ciel, ils ont un sens de l'observation très aigu pour sonder leur environnement, ce qui fait d'eux des personnes perspicaces et pleines de calme. Et de fait, les pingouins, pour survivre dans leur environnement, sont effectivement obligés de comprendre tout ce qui se passe. Donc ils sont perspicaces. Ainsi donc, les filles pingouins sont proches des otaku. Comme eux, elles donnent l'impression d'être déficientes, lacunaires, incapables en apparence de s'investir dans une relation, mais les filles pingouins ne tombent pas amoureuses de façon émotionnelle, comme font d'habitude les autres filles. Pour cette raison, elles ont une tendance à mettre de côté les sentiments. Elles s'appuient sur une analyse objective de la situation. L'enquête Abema News s'appuie d'ailleurs sur plusieurs témoignages qui confirment cette analyse. Alors, pour savoir, le dessin qui accompagne l'enquête, c'est un garçon qui dit ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on sent qu'il est quand même assez inquiet. Et elle dit yo, pas de problème. Alors évidemment, lui, comment ça, pas de problème? Il est presque un peu vexé. Et elle lui dit, tu devais avoir du travail. Voilà, donc c'est réglé. Mais en même temps, elle a quand même une attitude un peu inexpressive qui peut faire peur. Donc, voilà, l'enquête s'appuie sur des témoignages qui sont assez intéressants parce qu'ils confirment cette analyse. C'est que pour beaucoup d'hommes interviewés, même si ces filles font un peu peur, elles présentent un avantage. Et cet avantage énorme, c'est qu'elles sont indépendantes. Voilà pourquoi elles sont si compréhensives aussi. Elles doivent survivre par leurs propres moyens. Et elles ne veulent pas dépendre de quiconque en contexte de crise. Elles savent que les hommes peuvent perdre facilement un travail. Donc, elles travaillent. Et un témoin raconte, il y a des femmes qui travaillent très dur pour soutenir le budget du ménage. Elles ne poussent pas l'homme à faire des dépenses excessives, elles ne sont pas avides. Ce genre de choses, c'est appréciable. Et évidemment, il parle des filles pingouins. Et un autre témoin rajoute, les femmes qui cherchent des hommes à épouser en posant dès le départ comme condition qu'ils les entretiennent ne suscitent pas autant d'attirance qu'avant. Certainement, celles qui charment sont celles qui font sentir « je peux très bien subvenir à mes besoins et vivre toute seule, mais être ensemble avec toi, c'est mieux ». Beaucoup d'autres témoignages vont dans le même sens. La fille pingouin est attirante parce qu'elle amorce un nouveau type de relation homme-femme, mais surtout un nouveau modèle économique de société. Et il me paraît très révélateur que le Japon se soit ému à la mort d'un pingouin au moment même où les filles pingouins deviennent à la mode. Parce qu'avec elles, au moins, les hommes peuvent se reposer. Ils peuvent lui confier leurs problèmes de travail sans peur d'être incompris. Avec la fille pingouin, ils peuvent partager la charge financière du foyer et ainsi trouver une forme de soutien. Et de façon assez révélatrice, c'est cette image sans cesse qui revient dans les images de Grape Coon. C'est vraiment l'image d'une jeune fille qui apporte son soutien et sur laquelle on peut compter. Alors, j'ai pas eu le temps vraiment de finir, mais j'aimerais reconclure sur l'idée du handicap, de la lacune, de la déficience. C'est-à-dire que les filles pingouins sont présentées à l'image des otaku. Grape Coon lui-même est un otaku. Il y a une rencontre absolument formidable, mais surtout une rencontre avec le grand public qui, finalement, admet, bien malgré lui presque, qu'il est peut-être temps de changer d'attitude par rapport à ces gens qu'on considère comme déficients, handicapés, asociaux. Le mouvement otaku est peut-être, de ce point de vue, amené à disparaître, et ce serait peut-être pas un mal. Mais c'est peut-être un peu négatif de dire ça. Donc je vais finir autrement. L'amour pour les créatures en 2D me paraît très révélateur de cette disjonction qui opère entre les conditions de travail qui empêchent de devenir heureux dans la société japonaise et l'idéal actuellement dominant. Le fait d'être amoureux d'une créature en 2D, c'est finalement avoir le cul entre deux chaises, c'est bien mettre en scène dans sa vie intime la situation dans laquelle le Japon se trouve actuellement, c'est-à-dire empêcher d'accéder au bonheur. Tout d'abord, merci, c'était très intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur la citation du champion de l'érotisme en VR otaku,
qui dit au bout d'un moment, qui dit vouloir débarrasser le mécanisme sexuel de toute communication humaine. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça fait écho. Enfin, la question justement, c'est est-ce que ça ferait pas, est-ce qu'il y aurait pas ici une continuité entre cette conception des choses et un espèce d'idéal d'implicite communicationnel dans les relations affectives et sexuelles qu'il y a par exemple en Occident, comme a pu le montrer Eva Illouz, par exemple. Et la deuxième question est liée en fait, puisque quand Eva Illouz parle de cette valorisation d'un implicite, elle dit que ça serait pour valoriser peut-être un désir qui serait librement donné de la part du partenaire ou de la partenaire en question. Et donc la deuxième question, c'est qu'en est-il du coup d'une conception de ces love dolls comme sujet désirant et pas que comme objet de désir? Parce que c'était quelque chose qui apparaissait par exemple dans les mangas fin des années 60, où on voyait que ces êtres étaient animés étaient très entreprenantes et animées d'un désir assez volcanique. Mais ça paraissait assez peu là vis-à-vis des Love Dolls. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, Ouais. alors, bon, évidemment, hein, bien sûr, au Japon, on a aussi été assez sensible finalement au discours scientiste de l'endocrinologie. C'est pour ça que Shibusawa, pratiquement, est un des pères fondateurs de l'arrivée de cette science au Japon. C'est un des premiers à en parler et à insister sur l'influence supposée, prétendue des hormones sur les individus. Mais en même temps, je pense que personne n'était vraiment dupe de ce discours, de son côté factice, hein, même à cette époque où on ne savait pas encore très bien, parce que c'est vrai que les résultats finalement ne sont pas... enfin, pour l'instant, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Mais il me semble que c'est encore une fois un trompe-l'œil, c'est-à-dire le fait d'utiliser, de détourner en fait un discours occidental, c'est une façon de se prévaloir d'une opinion qu'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est toujours assez pervers. Je vais utiliser des arguments qui ne sont pas japonais pour un peu les saboter par en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui revient de façon assez régulière. Donc, dès que quelqu'un commence à vous parler de la science, de la logique, de la rationalité au Japon, vous pouvez penser que d'une certaine manière, il est en train de se moquer de vous. Parce que, étant japonais, et là aussi, il y a une part de mauvaise foi, il va se définir comme quelqu'un qui appartient à un univers beaucoup plus cosmologique, où finalement les sentiments comptent de façon prédominante, et où on ne peut pas ramener l'humain à quelque chose de déterministe. Donc, bon, pour Shibusawa, c'était vraiment pas clair, c'était un drôle de personnage. Pour Yoshida, il faut que je le rencontre, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais essayer de sonder ça. En tout cas, je me méfie terriblement. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que le Japon se sent lui aussi impliqué dans les questionnements qui agitent l'Occident et dont Eva Illouz parle très bien. Par ailleurs, pour les Love Dolls, il y a quelque chose qui me paraît essentiel à dire, c'est que ce qui est apprécié en elles, c'est justement qu'elles ne désirent pas, qu'elles fixent le vague et qu'il y ait impossibilité de communiquer avec elles. Elles sont des murs aveugles. Il est impossible d'être vu par elles. Et cette mise en échec fait partie de la stratégie amoureuse au Japon, d'une façon assez intéressante. C'est-à-dire que les apparences sont trompeuses et que ce que la poupée invite son utilisateur à faire, c'est à s'absenter avec elle, dans un autre monde. Et là, l'amour est possible. Je n'ai pas encore très bien compris quel était le ressort de cette logique amoureuse très particulière, mais ici, peut-être, on la voit à l'œuvre de façon extraordinaire. Alors, ça a été fait, ce dessin, en septembre, c'est-à-dire au plus fort du grand succès de cette histoire d'amour entre Grape et Fururu. Et le même dessinateur a fait ce dessin-là le 13, le lendemain de la mort de Grape. Et vous voyez la différence entre je suis ici et je suis là. Voilà, ça c'est l'amour. L'amour, c'est faire passer quelqu'un de l'autre côté de la planche, avec tout ce que ça comporte de suicide.
On demande aux gens de se mettre à mort. Et là, on est amoureux. C'est étrange.